Donc, bonsoir à vous tous. Merci de vous être dérangés par ce temps difficile. Je voudrais donc vous accueillir au nom de l'association Les Coteaux de Seine Autrement et de notre présidente qui est Michel Courtial, qui est assise au premier rang derrière ses lunettes. Aussi, la mairie a la gentillesse de nous prêter cette salle avec plus ou moins les équipements qu'il faut. Enfin bon, on a essentiellement la salle et de quoi travailler, donc qu'ils en soient remerciés. Alors, le sujet qu'on va traiter ce soir, c'est, je dirais, étant donné toute l'invasion du numérique un peu partout, les réseaux, en fait, l'intelligence artificielle est en train d'accélérer ses développements, donc c'était un bon moment pour en parler. On va le faire en essayant de s'intéresser d'abord à quelques définitions de base, à montrer la progression de la technologie et ce qui ouvre de nouveaux champs. Et puis, ensuite, on va aussi couvrir un aspect qui est quel est l'impact sur nos vies et plus particulièrement sur l'emploi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va être dans la théorie de Schumpeter avec une destruction créatrice, mais le problème c'est qu'il faudrait que ça soit créé rapidement. Donc bon, qu'est-ce qui se passe au niveau des métiers? Et puis même, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est vraiment sur le terrain, qui pourra nous dire comment les métiers du futur peuvent évoluer. Donc, on va commencer par les deux intervenants qui ont vraiment eu aussi la gentillesse d'accepter, qui sont spécialistes du traitement du langage naturel et plus généralement de l'intelligence artificielle. Donc, dans le premier transparent, ils se présenteront plus complètement. Hein. Et puis donc Elsa Mousgar, qui est vice-présidente de Manpower Group, donc bien placée pour savoir ce qui se passe dans le domaine de l'emploi. Incidemment, c'est aussi ma belle-fille. Ce qui ne gâte rien. Alors, les règles du jeu, c'est qu'on a fait un découpage. On a fait un découpage du débat de façon à d'abord parler de définition, ensuite on parlera technologie, un petit peu, commencer à comprendre ce qu'est deep learning, etc. Ces termes, apprentissage profond, si on veut essayer de parler français. Et puis après, les deux autres points, ça sera les métiers aujourd'hui et puis ensuite les métiers demain. Et en fonction de leur spécialité, donc Eric et Patrick se partageront l'essentiel plutôt des deux premiers points et Elsa viendra faire des réflexions plus terrain par rapport à ce qui sera dit. Et puis ensuite, je pense que progressivement, c'est Elsa qui prendra la main. Et voilà. Et j'espère bien effectivement qu'il y aura des réflexions complémentaires. Bien, donc on a finalement décidé que c'est Patrick qui commençait. Ouais. Patrick, pardon. Enfin, je vais essayer de commencer. Alors, je vais être très rapide. Donc moi je travaille au CNRS. Micro, oui. Ah oui. Donc je vais parler plus fort. Là, il faut l'approcher. Je travaille au CNRS dans... Je travaille aussi. Donc, je travaille au CNRS dans un laboratoire qui est situé sur le plateau d'Orsay.
l'IMSI. Alors c'est une construction un peu étrange, c'est un laboratoire qui associe un département de mécanique des fluides, parce qu'initialement c'était un laboratoire de mécanique des fluides. Donc il y a des gens qui font de la mécanique des fluides, de la mécanique énergétique, et un laboratoire qui fait de la communication homme-machine, donc tout ce qui est interface intelligente, communication, robotique. Donc c'est une association un peu étrange. Et là ici vous avez un peu un panorama très rapide des différentes équipes. Donc il y a des gens qui essayent de parler avec des robots, de voir ce qui se passe quand on mélange des robots avec des gens, dans des activités aussi bien ludiques que des activités professionnelles. Il y a des gens qui essayent de concevoir qu'est-ce que seront les événements artistiques du futur quand on va mélanger de l'informatique, de la réalité virtuelle, ce qui va peut-être remplacer les peintures, les expositions. Et puis des gens qui s'intéressent à toutes les représentations et mises en équation de ce qui peut être fluide, chaleur, sous différentes conditions. Et tout ça, ça se rejoint historiquement quand les gens qui faisaient de la mécanique des fluides sont aperçus que leurs équations, ça servait à faire de la reconnaissance automatique de la parole dans les années 70. Et petit à petit, c'est passé d'un labo entièrement mécanique des fluides à un labo qui est autant mécanique, voire plus communication de machine. Alors, incidemment, c'est une page de publicité, donc les gens qui veulent prendre une pause peuvent en profiter. Je suis président de l'association du traitement automatique des langues, donc la société savante qui s'intéresse au traitement automatique des langues. Et, transition, pourquoi le traitement automatique des langues? Quel rapport avec l'intelligence artificielle? C'est que c'est une des premières applications que les gens ont essayé de faire avec les ordinateurs, c'était de la traduction automatique. Alors, petit rappel historique. Ça, je pense que la plupart des gens vous connaissez tous, on est tous, fait partie tous du même groupe de l'humanité, donc on transmet nos informations par des signes plus ou moins écrits, on peut le faire par geste. Et puis très très récemment, on a commencé à faire des représentations de ces systèmes symboliques dans des machines. Et ces machines, c'est les ordinateurs. Alors ici, vous avez une représentation de ce que c'était dans les années, fin des années 70, début des années 80, il y avait encore des cartes perforées. J'ai réussi à éviter ça quand je suis entré à l'université. Mes collègues de promotion de l'année d'avant, ils programmaient sur ça. Moi, j'avais un vrai ordinateur. Enfin, à l'époque, ce qu'on appelait un vrai ordinateur. C'était un ordinateur militaire déclassé où il y avait 25 postes de travail qui devait à peu près avoir la capacité mémoire d'une petite calculette qui fait 4 opérations. Le premier ordinateur, tout a commencé en 1900, alors officiellement en 1946, mais c'était des choses qui étaient en construction en 43-44 à l'University Pennsylvania, où j'ai passé un séjour, et donc j'ai pris ces deux photos. Les photos que vous voyez là, les deux à droite et celle d'en haut, c'est l'ENIAC, la vraie machine qui est encore là-bas, en exposition. Et c'est à l'époque fait avec des transistors. Donc si vous vous rappelez les vieux postes de télé avec des lampes dedans, il n'y avait que ça. Et c'est de là que vient le nom bug. Quand vous avez une erreur dans un programme informatique, ça s'appelle un bug, parce que le climat de l'University Pennsylvania, c'est la Pennsylvanie, c'est pas loin de la mer. L'été, il fait très chaud, c'est très humide, et le campus, c'est boisé, et c'était une vieille grange. Donc ils ont donné aux farfelus qui bricolaient cette machine, dont personne ne savait vraiment à quoi ça servait, une vieille grange, et donc il y a plein d'insectes. Et les insectes, ils vont se promener là où il fait chaud, c'est-à-dire entre les circuits. Et quand il y avait un bug dans un programme, c'est-à-dire qu'il y avait un cafard qui s'était fait griller entre deux circuits, ce qui perturbait les calculs de la machine. Donc c'est pour ça qu'une erreur en informatique, ça s'appelle un bug. Alors, le langage, c'est le support de la communication. Et on peut se poser la question de, est-ce que l'intelligence, on peut la définir, est-ce qu'elle a besoin, ou est-ce que même l'intelligence est en fait fondamentalement quelque chose qui est un produit dérivé du langage? Parce que sans langage, on ne peut rien faire. Et la question, c'est est-ce que, quand on fait des mathématiques, de l'informatique et a fortiori de l'intelligence artificielle, en fait, c'est pas simplement un produit dérivé de la communication. Est-ce qu'on pourrait arriver à faire de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on, quand on réfléchit dans notre tête tout seul, est-ce que spontanément, on irait jusqu'à des abstractions mathématiques? Ou alors, est-ce que tout ça, c'est en fait parce qu'on a commencé à échanger des informations sur le monde? T'as pas vu mon voisin, attention, il y a un arbre qui va tomber, on va aller chercher des gazelles parce qu'on commence à avoir faim et j'en ai vu dans la vallée d'à côté. Des choses très pragmatiques, et petit à petit, en s'échangeant des informations, on a construit tout un tas de couches symboliques de représentation, plus ou moins complexes, qui nous ont amenés aux mathématiques, à l'énergie atomique, aux ordinateurs et à toutes les questions qu'on se pose maintenant. Peut-être qu'en fait l'IA, c'est tout simplement le langage. Alors ça, je vous en laisse décider au final.
Alors, ce qui est intéressant, et là je vais plus parler pour ma chapelle, et je passerai très vite la parole à mon collègue qui vous parlera de choses un peu plus générales en termes d'intelligence artificielle, de rentrer avec l'image par exemple ou la robotique. C'est que le langage, ça a une propriété très particulière, c'est que c'est un média linéaire. Je ne peux pas prononcer deux mots en même temps. C'est-à-dire que je suis obligé de prononcer un mot après l'autre. Alors, il y a des gens qui arrivent à chanter deux notes de musique en même temps. Ça requiert à peu près 20 à 30 ans d'apprentissage dans un monastère tibétain très lointain. Et on ne peut pas faire plus que deux notes en même temps. Par contre, il y a des gens qui peuvent parler avec plusieurs mots en même temps, c'est les gens qui font de la langue des signes. Parce que les gens qui parlent avec leurs mains, eh ben, c'est un des rares langages qui est pratiqué par l'être humain où en fait vous avez la simultanéité des événements, c'est-à-dire qu'on peut signer un avion qui atterrit et en même temps avec l'autre main on va vous signer une voiture qui passe dessous. Et donc on va être capable de prononcer deux mots en même temps, voire plus quand on fait des signes avec la tête en main. Mais c'est la seule exception. Donc le langage initialement il est transmis aussi par une séquence de sons. Parce que les premiers langages qu'on entend c'est en général quand on est dans le ventre de sa mère et on perçoit les sons. Alors pour l'anecdote, il y a des gens qui ont prouvé que les nouveau-nés dans le ventre de leur mère, ils savent reconnaître quand deux personnes parlent dans la pièce par rapport à du bruit. Et on en est sûr parce qu'on a observé en fait les rythmes de succion et on a même été jusqu'à pousser l'expérience, jusqu'à enregistrer des gens qui parlent, jouer la bande à l'envers, ce qui fait que quand vous écoutez le son, ça ressemble pas du tout à de la parole. Et on s'est aperçu que les bébés dans le ventre de leur mère ne réagissaient pas quand on plaçait la bande à l'envers. Par contre, quand on jouait la bande magnétique dans le bon sens, et donc ça avait toutes les caractéristiques sonores de la parole, le nouveau-né réagissait. Ce qui fait que quand il est né, il a déjà dans le cerveau un détecteur, il sait on me parle ou on ne me parle pas. Et ça, c'est énorme pour la transmission du langage. Bien sûr, il peut être représenté par tout un tas de séquences de signes, mais c'est toujours une séquence, c'est-à-dire qu'il y a toujours un signe après l'autre. Sauf dans l'exception de la langue signée. Et puis, on peut l'encoder sous moult façons. Je vous ai donné au début une petite photo avec des signes kabbalistiques qui remontent à l'Antiquité. On a les hiéroglyphes, le langage grec, le chinois, enfin il y a tout un tas de systèmes d'écriture, l'écriture cunéiforme ancienne, enfin c'est d'une variété absolument phénoménale. Et il y a toujours ce problème de séquence. Et ce qui est paradoxal avec le langage, mais bon, je pense que si on réfléchit un peu, c'est un peu comme la physique, c'est que on va se poser la question de l'unité atomique. Et tout le monde sait ce que c'est qu'un mot, parce qu'on a tous des dictionnaires, les gens qui font de la traduction, ils se font payer au mot, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un mot. Vraiment. Mais en même temps, c'est pas gênant, parce que qui est-ce qui sait vraiment ce que c'est qu'un électron ou de l'énergie? Ça ne nous empêche pas d'allumer la lumière, d'avoir des ordinateurs, de la télévision, des téléphones portables. Mais quand on y réfléchit vraiment, on a des équations, on nous dit que là, un électron, c'est une espèce de densité de probabilité qui est toute petite, qui tourne autour d'un atome, mais on sait quand elle est là, mais on ne sait pas vraiment si elle est là. On peut calculer certaines propriétés, on peut en faire des choses, on peut les manipuler, la preuve, mais on n'a pas vraiment une définition exacte de ce que c'est qu'un électron. Et bien, le mot, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on fait des textes, on écrit des choses, on parle des mots, mais si on réfléchit vraiment, quand on essaye, en particulier d'apprendre à une machine de découpler un signal de parole ou un message en mots, ben, on n'y arrive pas parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la définition d'un mot. Ok, donc moi je suis Éric de la Clergerie, donc je travaille essentiellement à l'INERIA, donc l'Institut de recherche en informatique et automatisme, qui s'est délocalisé maintenant au centre de Paris alors qu'on était à côté à Concours il y a quelques années. Et l'INERIA se veut un des inventeurs du monde numérique et à ce titre est fortement impliqué maintenant sur les thématiques de l'intelligence artificielle, que ça soit en termes de livres blancs, de programmes de recherche, de contribution ou de collaboration avec des industriels et même d'autres institutions. Donc c'est un thème qui est devenu extrêmement important à l'INERIA. Et moi, dans mon cas plus particulier, je travaille dans le domaine du traitement automatique des langues, donc comme Patrick, et ça depuis à peu près 25 ans, ce qui m'a permis de voir beaucoup d'évolutions importantes au cours de ces années. Et plus précisément encore, parce qu'un chercheur est toujours extrêmement pointu finalement,
Je m'intéresse beaucoup à l'analyse syntaxique ou grammaticale des phrases. À ce titre, j'ai développé une grammaire électronique du français. Vous pouvez jouer avec si vous voulez en suivant le lien qui est ici. Et ce genre de grammaire, nonobstant tous les problèmes de définition effectivement de ce que c'est qu'un mot et tout ça, permet de construire le genre d'analyse qui est montré ici, où on a des relations entre les mots dans la phrase, et ces relations illustrant les fonctions que jouent les rôles, que jouent ces mots dans la phrase. Donc là, l'IA, par exemple, c'est un mot qui est inconnu pour mon système, mais il en a déduit que ça devait être un nom propre qui était sujet du verbe être. Voilà. Et parmi nous, c'est un groupe prépositionnel. Je n'irai pas plus loin dans cette petite explication linguistique. À partir de ça, on peut utiliser ce genre d'analyseur pour traiter par exemple de grands volumes de texte, comme la Wikipédia, ce que je fais de temps en temps. Et ça me permet d'essayer d'acquérir des connaissances sur le monde, parce que la Wikipédia, c'est fait pour ça. Nous, on les connaît, mais on aimerait pouvoir les faire partager aux ordinateurs qui, eux, n'ont aucune connaissance du monde. Et on voudrait leur donner un petit peu plus de connaissances, justement. Et aussi pour pouvoir extraire des informations, pareil, une fois qu'on a des connaissances, essayer d'extraire des informations de documents. Par exemple, j'avais fait des expériences pour extraire des propriétés de fleurs à partir de flore. Voilà. Alors, il se trouve que depuis quelque temps, j'ai aussi rejoint une start-up qui s'appelle Hyperlex, qui est une des nombreuses start-up qui se sont créées ces derniers temps, qui surfent sur la vague de l'intelligence artificielle. Alors, dans le cas d'Hyperlex, c'est pour faire de l'analyse de contrats, extraire un certain nombre d'informations justement dans les contrats et faire un certain nombre de vérifications aussi. Je n'irai pas plus loin, mais si vous voulez en savoir plus, on peut en discuter. Et donc, je vais essayer de tenter une définition de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi tenter? Parce qu'en fait, il n'y a pas de vraie bonne définition de l'intelligence artificielle. Alors il y en a une qui est une provocation en fait, et vous la trouvez même sur la page Wikipédia, j'ai vu ça. Qui est de dire que finalement l'IA, c'est tout ce qui reste encore à faire en informatique, par exemple. Parce que dès que quelque chose est un petit peu rentré dans nos habitudes, on l'oublie complètement, on considère que finalement ça n'a rien de vraiment magique, c'est pas de l'intelligence. Par exemple, si vous pensez un moment à ce qu'il y a derrière les moteurs de recherche, c'est pas mal quand même de pouvoir trouver une information qui est pertinente, qui est utile. Et là, derrière par exemple les moteurs de recherche comme Google, il y a un algorithme qui est assez intelligent, qui s'appelle PageRank, mais bon, c'est un algorithme, une fois qu'on l'a décortiqué, qu'on a compris comment il fonctionne, on n'en voit plus trop l'intelligence, on voit que c'est un algorithme qui fonctionne, c'est tout. Shazam, qui vous permet de retrouver des morceaux de musique, paraît quand même assez intelligent. Mais c'est pareil, si vous décortiquez un petit peu ce qui se passe derrière, c'est des calculs d'empreintes, de signatures, de bouts de musique, et puis on compare ces signatures, et puis on dit ça match, donc c'est bon, c'est le morceau qui m'intéresse. Donc ça paraît pas non plus extrêmement intelligent. Donc, on va essayer d'être un petit peu plus sérieux. Est-ce qu'on peut trouver quelques caractéristiques de ce que c'est que l'intelligence artificielle? Alors déjà, l'informatique, presque par définition, finalement, ça ressemble beaucoup plus à un automate. C'est-à-dire qu'on suit des étapes prédéfinies, on suit des transitions pour aller d'un état à un état. Ça ressemble un peu à un automate, par exemple, celui qui est derrière votre distributeur de canettes. Vous mettez une pièce, il se passe quelque chose. Voilà. Et on dira... Personne n'ira dire qu'un distributeur est intelligent. On peut avoir des distributeurs relativement sophistiqués, mais quand même. Donc à partir de quel moment, finalement, un automate devient quelque chose qui est suffisamment compliqué pour dire « Ah, on est en face de l'intelligence ». Et c'est un vrai débat, parce que certains disent que l'intelligence humaine, finalement, n'est qu'une forme d'automate très très sophistiquée. Alors quand même, on peut essayer de mettre quelques principes, dire qu'il faut un peu des capacités sensorielles, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'être en prise avec le monde qui nous entoure, de ne pas être totalement isolé, de pouvoir réagir à ce qui se passe, et en fonction de ce qui se passe justement autour de nous, de pouvoir prendre des décisions, et de prendre ces décisions nécessite aussi de pouvoir s'adapter à une situation qui change, par exemple. De ne pas répéter éternellement les mêmes étapes alors que le monde a changé autour. Et à partir de ça, on peut distinguer différentes grandes classes d'intelligence artificielle. Donc celle qui est, disons, en place actuellement, qui se développe, est plutôt celle qu'on appellerait de l'intelligence artificielle spécialisée. C'est-à-dire que c'est vraiment des intelligences, disons, artificielles ou des algorithmes qui sont là pour résoudre des problèmes très très spécifiques. Par exemple, jouer à un jeu d'échecs, comme dit Blue, ou plus récemment jouer au jeu de Go, AlphaGo, où ça va être des agents conversationnels, donc des chatbots,
spécialisés par exemple juste pour faire la réservation de votre train pour aller d'un endroit à un autre, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Alors la traduction, ça paraît déjà beaucoup plus sophistiqué, et c'est un problème, comme l'a mentionné Patrick, qui occupe les chercheurs depuis 50 ans, 60 ans même maintenant, et qui est très compliqué, mais on arrive à faire des choses qui sont très bien maintenant de nos jours, mais si on regarde un petit peu, c'est quand même toujours des traductions qui sont approximatives. Ça atteindra jamais le niveau de traduction qu'on peut avoir par un vrai traducteur humain qui a une connaissance de la culture, de beaucoup d'informations supplémentaires. Et ce dont les gens rêvent, un certain nombre de gens rêvent, c'est plutôt la notion d'IA générale, c'est-à-dire la capacité à apprendre, et apprendre à apprendre même, un deuxième ordre, et à être capable de généraliser à partir de situations qui ont été vues, de ne pas rester bloqué sur juste ce qu'on a appris, mais être capable d'anticiper et de faire des généralisations, de raisonner par analogie, et ainsi de suite. Et puis il y a d'autres formes d'intelligence, beaucoup on se focalise sur l'intelligence plutôt de résolution de problèmes, mais en fait une grande part de l'intelligence est une intelligence plutôt émotionnelle ou une intelligence sociale, donc de pouvoir ressentir des choses pour les autres, capacité à modéliser ce que sont les autres, ce que font les autres, ou ce que veulent faire les autres, et peut-être aussi, et alors ça c'est là vraiment un débat beaucoup plus philosophique, est-ce qu'une intelligence générale doit avoir une conscience d'elle-même ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour une intelligence? Et c'est pas du tout certain. Je crois que je m'arrête là, il me semble. Ah non, si, voilà. Et donc Patrick a mentionné le langage, et le langage est effectivement clairement au cœur de l'intelligence artificielle, mais en fait il faut beaucoup d'autres choses, et il y a beaucoup d'autres disciplines qui sont impliquées, par exemple des disciplines autour de la notion de raisonnement, déduction, donc ça marche plutôt bien, l'induction c'est déjà un petit peu plus compliqué, la notion de généralisation ou de raisonnement par analogie est beaucoup plus complexe, la planification, on veut obtenir un certain résultat, il faut un certain nombre d'étapes intermédiaires, il faut trouver quelles sont ces étapes intermédiaires. Pour obtenir ces étapes intermédiaires, souvent il faut d'autres étapes intermédiaires, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne des choses relativement élémentaires que l'on puisse effectuer. Mais obtenir cette série de toutes les étapes qu'il faut effectuer pour atteindre un certain but est une tâche très compliquée également. J'ai parlé de capacité sensorielle, en fait, donc perception du monde. Donc par exemple c'est la vision, il y a beaucoup de choses autour de la vision, mais ça peut aussi être autour de la reconnaissance de la parole, par exemple. Quelque part autour de l'intelligence artificielle, on pense aussi à robots, donc il y a aussi beaucoup de choses en relation avec la robotique. Et puis on se rend compte qu'il faut aussi beaucoup de connaissances, il faut injecter de la connaissance, donc je crois que Patrick va en parler, donc ce sont les ontologies en particulier. Et puis ce que l'on voit apparaître, enfin ce qui est finalement l'intelligence dont on parle, l'intelligence artificielle dont on parle ces derniers temps, c'est beaucoup de l'analyse de données. Donc donner un certain nombre de volumes de données et de repérer un certain nombre de régularités dans ces données. Et ça, c'est en relation justement avec toutes ces problématiques de l'apprentissage et donc ce qu'on appelle machine learning, et en particulier l'apprentissage profond deep learning. Et donc je m'arrête là, parce qu'après on passe sur la deuxième partie sur les approches. Oui, alors je ne sais pas si à ce niveau-là, il y a peut-être déjà quelques commentaires. Alors, je veux bien juste... donc je vais me présenter juste. Donc, Elsa Mousgar. Donc, je travaille chez Manpower Group, qui se trouve, je ne sais pas si vous connaissez, donc on est un acteur clé de l'emploi en France, mais il se trouve qu'on est une entreprise américaine. On est présent dans 80 pays dans le monde. Et donc on est au cœur de l'emploi dans 80 pays dans le monde. Et de ce fait, on fait beaucoup d'études sur les évolutions du marché de l'emploi. Et moi, mon travail est de travailler avec les grandes entreprises internationales et de les aider dans leur stratégie de ressources humaines et de les accompagner dans leur stratégie internationale. Donc de ce fait, j'ai une vue sur le marché de l'emploi qui est peut-être un petit peu différente. Et donc évidemment, je ne suis pas du tout aussi technique que ces messieurs. Et je pense qu'on va avoir un débat qui est assez intéressant. C'est vrai que je pense que si on... donc je pense que nous, ce qu'on voit dans les entreprises aujourd'hui, c'est que le développement de l'intelligence artificielle est extrêmement lié à une révolution numérique qui est un peu plus grande, un peu plus large que juste l'intelligence artificielle en tant que telle. Donc elle est quand même très liée au développement du cloud. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez
par exemple Dropbox sur vos ordinateurs pour partager des photos. Vous utilisez vos iPhones, vous sauvegardez vos données dans le cloud. Ça, c'est un élément qui est essentiel parce qu'il permet d'accélérer le partage d'informations et de ce fait de nourrir l'intelligence artificielle en données. Et donc, effectivement, Eric l'a mentionné, toute la partie Big Data. Donc, les entreprises aujourd'hui ont une masse d'informations qui est de manière générale assez peu structurée. Et avec le soutien de l'intelligence artificielle, quand on combine l'ensemble de ces éléments, on arrive à avoir des applications qui sont beaucoup plus poussées en entreprise. Mais de mon point de vue, l'intelligence artificielle, alors c'est vraiment un point de vue de néophyte, n'existe que parce qu'elle est soutenue par une révolution numérique qui est un peu plus large. Vous me corrigerez, j'en suis sûre. Donc, vraiment, l'intelligence artificielle, comme vraiment Eric et Patrick l'ont dit, est partout. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup d'objets connectés, par exemple. Donc, est-ce que ces objets connectés, parce qu'ils transmettent de l'information, parce qu'ils peuvent recevoir de l'information, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est juste un robot, un automate qui est un petit peu plus intelligent? Effectivement, on peut vraiment discuter, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le développement de ces technologies est vraiment partout. Donc, à la fois dans toutes les industries, qu'on parle par exemple de l'industrie des call centers, donc les centres d'appel par exemple, ou qu'on parle de l'industrie manufacturière, ou qu'on parle même, nous, dans nos métiers par exemple, de recherche d'emploi, ou de connexion en fait entre candidats et clients, sur tous ces métiers-là, ou alors si on parle d'un point de vue fonctionnel, donc que ce soit en comptabilité, que ce soit en vente, encore une fois que ce soit en production, sur tous ces domaines-là, l'intelligence artificielle, à un degré plus ou moins significatif, est en train d'apporter une révolution. Et donc c'est ça qui est très compliqué et qui a un impact en fait sur le marché de l'emploi. Alors, si je rajoute une autre couche, si je peux me permettre, en fait on a en plus plusieurs révolutions. Donc là je parle d'un point de vue quand même plutôt international, global, que uniquement français. Mais ce qu'on voit dans notamment beaucoup de pays dits de l'Ouest, donc de l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, les pays dits développés, il y a une pression démographique qui est très importante. Donc on a moins d'enfants par foyer et les gens vivent plus longtemps en même temps. Et malgré ça, on a un chômage des jeunes dans la plupart de ces pays-là qui est très important. Donc ça, c'est un facteur clé, je dirais, sur le marché de l'emploi. Donc quand on combine ça avec la révolution numérique, ça a un vrai impact sur la façon dont les entreprises vont essayer de se nourrir, je dirais, en talent et de la manière dont les candidats doivent aussi évoluer. L'autre point juste avant, c'est qu'il y a un degré d'individualisation aujourd'hui qui est très important. Donc ça, on le voit à tout point de vue, c'est-à-dire en tant que consommateur, en tant que citoyen, mais aussi en tant que candidat. Il y a une montée de l'individualisation. Alors on pourra en débattre, est-ce que c'est une bonne tendance ou pas, mais ça a aussi un impact très fort sur le marché de l'emploi et la façon dont les personnes et les entreprises interagissent entre elles. Donc je parlais d'une révolution qui est vraiment importante, c'est ce qu'on appelle nous la pénurie de talent. Donc ça paraît complètement fou de parler de ça, puisque effectivement en France on a un vrai problème de chômage, mais néanmoins quand on interroge les entreprises, et donc là je vous ai montré le chiffre mondial, on interroge les entreprises depuis une quinzaine d'années, et chaque année, elles nous disent qu'elles ont de plus en plus de difficultés à recruter. Donc là, dans ce cas-là, en 2018, 45% des entreprises nous disent qu'elles ont un problème à recruter. Donc on peut se dire, de manière assez rapide, pour ça je peux bien changer, que c'est parce que les talents n'existent pas. Ça peut être aussi simple que ça. Effectivement, il y a un problème démographique, je ne peux pas trouver assez de monde.
Et en fait, quand on creuse, on s'aperçoit qu'elles ont besoin de capacités, de talents techniques, mais aussi de ce qu'on appelle le savoir-être et de compétences digitales. Donc vraiment pour aujourd'hui avoir du succès, je dirais, en tant que candidat, il faut avoir cette combinaison qui est assez unique quand même, qui est à la fois de savoir-être, d'avoir donc l'intelligence émotionnelle, d'avoir une intelligence pratique, et en plus d'avoir des compétences digitales, c'est-à-dire que savoir utiliser en fait des outils qui sont numériques. Alors avec ça, quand on pose la question aux entreprises en disant mais bon, il y a cette révolution numérique, est-ce que ça va tout chambouler? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que demain il n'y aura plus d'emplois? Et est-ce que on est tous foutus quelque part? Quels sont les emplois que nos enfants vont pouvoir avoir demain? Ce qui est assez intéressant, c'est que 86% des entreprises disent bah non, on va continuer à recruter, il n'y a aucun problème, on a besoin de talents, et encore une fois confirme ça. Donc on ne voit pas aujourd'hui de changement qui soit complètement radical, ou presque quand on a eu les mines par exemple qui fermaient en France, on avait des pans entiers d'industrie qui disparaissaient. On n'a pas ce mouvement-là. Donc c'est plutôt un mouvement, je dirais, où l'intelligence artificielle, l'automatisation intervient petit à petit sur l'ensemble des métiers et demande à avoir des capacités qui sont supplémentaires. Donc quand on demande vraiment, on dit que 45% des activités peuvent être impactées, mais que finalement 5% des emplois pourraient au final disparaître. Donc ce qui est plutôt positif, hein, ça nous permet d'être un peu plus optimiste, je crois. Alors à contrario, ce qui est aussi intéressant, c'est que la génération qui est née il y a 10 ans et qui va bientôt dans 10 ans être sur le marché de l'emploi, ce qu'on dit aussi, c'est que a priori, les études montrent que 65% des emplois qu'ils vont pouvoir obtenir n'existent pas aujourd'hui. Donc c'est un énorme problème, parce que quand on est ministre de l'Éducation aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Sur quel domaine va-t-on faciliter l'apprentissage pour s'assurer que nos citoyens deviendront effectivement des employés et pourront contribuer de manière positive dans notre société. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même sur les emplois d'après-demain, ce qu'on appelle que moi j'appellerais d'après-demain, c'est qu'encore une fois, sur chacun des domaines, on va avoir des domaines qui vont plus ou moins être impactés, et on voit aussi de nouveaux métiers qui émergent. Et donc, je suis allée à la... Ah bon, alors pardon, je vais trop vite. Ah ben j'étais bien lancée. Et ça arrive parfaitement pour la transition, parce que en fait on voulait parler de technologie, et je pense qu'on est arrivé à un niveau de détail suffisant dans la description des emplois pour commencer à parler des aspects technologiques. Donc, voilà. Merci. Alors, un peu de technologie, rassurez-vous, je ne vais pas aller très très loin, je vais juste rappeler un peu d'histoire. Donc, c'est une technologie et une science extrêmement jeune en termes de l'histoire de l'humanité, parce que la médecine, c'est quelque chose qui a à peu près 2000 ans d'existence. L'informatique, c'est 43. Il n'y avait pas d'ordinateur avant. Quand j'ai passé mon bac, il n'y avait pas de calculette. Quand j'étais en troisième, tous les laboratoires industriels et de recherche, les ingénieurs, ils avaient des règles à calcul dans la poche. C'était l'époque où on commençait à envoyer des fusées dans l'espace. Il y avait déjà un programme lunaire aux États-Unis et on calculait avec des règles à calcul. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Donc il faut bien s'imaginer qu'on est passé en quelques années, quelques dizaines d'années, à des choses qui me faisaient rêver. Je regardais la première chaîne de télévision en noir et blanc, il y avait un feuilleton qui s'appelait Manix avec un agent secret extrêmement ridicule et très drôle.
Et il avait un téléphone dans sa chaussure, et il poussait le talon de son téléphone, et il y avait un cadran numérique qui tournait, et il parlait dans sa chaussure. Et on se disait, ça n'existera jamais. Et mes enfants, ils sont tous là, la dernière, elle vient de passer, arriver en seconde, et ça fait déjà 1 an qu'elle a un téléphone où elle peut faire des visioconférences avec ses amis à travers le téléphone, des montres. Et on est passé, en fait, on a changé d'univers d'une certaine manière. Alors, ici, j'ai juste rappelé quelques dates. 44, le premier ordinateur, 43, 46, ça émerge. 71, donc c'est l'époque des pantalons pattes d'éléphant, des cheveux longs et de la musique pop. Mais il y avait déjà le protocole de transfert de fichiers qui était spécifié. 1991, c'est le premier Gopher. Alors, parce que quand j'ai commencé mes études, Internet existait, et quand j'ai intégré un laboratoire de recherche, on avait le courrier électronique. Tout le monde maintenant sait ce que c'est qu'un mail ou un courriel, comme on dit en franglais. À l'époque, personne ne savait. Donc la première chose que je faisais, je dis, c'est génial, je peux envoyer des messages à mes collègues aux États-Unis, au Japon. On me disait, oui, mais il y a le téléphone pour ça, quel est l'intérêt? Je disais, mais tu comprends pas, ça passe par un ordinateur. Oui, mais il y a le téléphone, c'est très bien aussi. Maintenant, tout le monde a ça. Et à l'époque, il y avait aussi des sites où on avait des documents, des programmes, des photos, des choses qu'on pouvait télécharger et récupérer, comme maintenant vous surfez sur Internet. Mais à l'époque, c'était des listes. On s'échangeait des listes en disant, voilà, à tel endroit, tu vas à tel endroit, tu fais ça, tu te connectes, tu récupères des fichiers, il y a des programmes intéressants, il y a des photos d'Hawaï, et on s'échangeait ces listes. Et au bout d'un moment, on a eu marre de s'échanger ces listes. Donc il y a des gens qui ont fait un annuaire distribué. Ça s'appelait Gopher. En anglais, le Gopher, c'est ce petit rongeur qui vit dans les plaines. Et il a l'habitude d'aller chercher sa nourriture, il la ramène. Donc c'est un va chercher, il ramène. Donc le Gopher, c'était le truc qui vous ramenait les choses automatiquement. Et vous aviez pu aller changer des listes sur des bouts de papier. On vous envoyait une liste et le programme allait chercher. Il vous disait, à tel endroit, il y a ça. Il suffisait de sélectionner, on l'avait. Et en 93, les chercheurs du CERN, ils ont dit, on va intégrer ça avec ce qu'on appelait des documents avec des hyperliens, et on va avoir des pages web et des sites web, avec le texte qui devient actif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est sous-tendu par la fameuse loi de Moore. La loi de Moore qui dit qu'en 18 mois, le pouvoir des ordinateurs en puissance de calcul et en capacité de stockage, il double. Depuis le début, cette loi a toujours été vérifiée. C'est-à-dire que dans 2 ans, cet ordinateur-là, l'ordinateur comparable sera 2 fois plus puissant et il pourra avoir 2 fois plus d'informations. Alors, on va revenir sur le langage parce que, en fait, le langage, on pourrait s'attendre à ce que je vous parle de linguistique et que je vous fasse des schémas comme mon collègue avec des liens entre des choses qu'on ne sait pas définir, qu'on appelle des mots. Mais j'ai aussi fait quelques incursions dans le monde de la robotique, donc pour l'IA c'est très bien parce qu'on peut montrer des photos avec des robots. Alors ça c'était il y a quelques années, maintenant on a des robots humanoïdes, c'est des robots Sony Aibo, c'est des chiens. Alors quand c'est arrivé en France, ces robots-là, ils étaient très très bien parce que ça coûtait les 3 000 € à l'époque, la bestiole. Et c'était vendu pour remplacer les chiens, parce que les Japonais, c'est extrêmement coûteux d'entretenir un chien. Ils sont tous très occupés, donc on leur a vendu un chien robotisé. Alors quand c'est arrivé, moi j'ai acheté ça parce que c'était le meilleur robot, il y avait tout un tas de programmes, c'était apparemment d'une solidité phénoménale, on pouvait faire plein de choses, donc on en a acheté 3 pour faire des expériences dont je vais vous donner un peu l'idée derrière. Mais la petite anecdote, c'est que je reçois le robot, donc il arrive, on me dit, voilà ton robot, tu l'as commandé. Et tout le monde parlait de ça, il y avait un buzz incroyable sur ces chiens et tout. J'ai fait une expérience, j'ai pris le robot, je l'ai mis en route, et je l'ai lâché dans la cafétéria de mon laboratoire, où il n'y a que des gens qui travaillent en robotique, des chercheurs en robotique, des étudiants en robotique. Et j'ai lâché le truc, et j'ai dit, on va voir ce qui se passe. Parce qu'on m'a dit, c'est génial, les Japonais sont fous, ils interagissent avec ça comme un chien. Ça a marché. Tous ces gens-là qui savaient très bien que c'était qu'un tas de moteurs et de fils avec un programme intelligent dedans, en 5 minutes, ils se sont retrouvés à 4 pattes à faire des gousi-gousi sur la tête du toutou. Il y en a qui se poussaient presque parce que le chien regardait plus l'autre. Et en fait, c'était un simple programme, mais il arrivait à générer une empathie. Et il avait un comportement suffisamment élaboré pour qu'on s'y attache instantanément. Alors on pouvait jouer, on lui envoyait la balle, il la renvoyait. Si on ne s'occupait pas de lui, au bout d'un moment, il commençait à japper ou il allait se promener. Il attirait notre attention. Mais c'était phénoménal, quoi. Tout le monde était conquis comme s'il y avait eu un chiot qui se baladait, quoi. Alors nous, ce qu'on essayait de faire, et ça repose un peu le problème de toutes ces choses dont Eric vous a parlé avec tous ces domaines, ontologie, machine learning, deep learning, reconnaissance d'images,
Tout ça, à la base, ça a fait un lien entre un mot et quelque chose qu'on a dans la tête. Et comment est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend en interagissant avec le monde. Et la question du langage, on ne peut pas avoir d'ontologie, on ne peut pas avoir de langage de programmation, on ne peut pas avoir de base de données, on ne peut pas avoir de calcul, d'algorithme, si on n'a pas les mots. Et si on a les mots, ça veut dire qu'on a des concepts dans la tête. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de copier les humains avec des machines. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est ça. On peut dire que tout ce qui est fait par un ordinateur de manière plus ou moins autonome, et qui émule un comportement humain, c'est de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que la vraie intelligence, c'est tout ça intégré ensemble, et on ne sait pas l'intégrer ensemble. Enfin, pour le moment, on n'y arrive pas. On a des sous-domaines qui vont très très loin, de plus en plus loin. On a parlé de traduction automatique. En 1964, il y a eu ce fameux rapport ALPAC, je ne sais pas si tu vas en parler. Juste mentionné. Voilà, donc c'était en plein milieu de la guerre froide, et les gens commençaient à faire, aux États-Unis, le DARPA au Pentagone, ils essayaient d'utiliser les ordinateurs pour traduire les documents russes. Et puis il y a eu un rapport qui a été commandité parce qu'ils ont envoyé des millions de dollars avec des gens qui essayaient de faire des programmes de traduction automatique. Et dans le rapport, il y a quelqu'un qui a dit mais on gaspille de l'argent, et il a donné en exemple une traduction qui était faite de la phrase la chair est faible et l'esprit est fort. Et la traduction automatique qui était ressortie de cette phrase, qui est devenue emblématique et qui a été colportée partout, c'était la viande est pourrie et la vodka est puissante. Donc les gens, ils ont dit quoi? On paye des millions de dollars pour ce résultat-là, et pendant 20 ans, tous les financements pour la traduction automatique ont été arrêtés. Heureusement, ils en sont revenus. C'est un peu la même chose, encore plus loin, pour cette histoire d'émergence du langage. Vers 1900, la Société française de linguistique a émis une règle qu'il était interdit de présenter une communication sur l'origine des langues et l'émergence des langues. Parce qu'il y avait tellement de théories farfelues qui étaient absolument invérifiables pour savoir d'où vient le langage chez les humains, que la Société française de linguistique avait décidé d'interdire formellement, et c'était écrit dans ses statuts, toute communication sur l'origine des langues. Heureusement, il y a des gens qui ont commencé à jouer, en particulier chez Sony, avec Luke Steels, qui a fait cette expérience des têtes parlantes, et en fait, c'est un peu cette expérience qui est reprise ici, où on essaye de voir, et en fait, on arrive à faire émerger spontanément des langues artificielles dont on ne contrôle rien dans des populations de robots. On utilise le jeu de langage de Wittgenstein, qui est la manière dont les humains apprennent. Parce que les humains, quand vous voyez un enfant avec sa mère, quand il commence à parler, il est en permanence corrigé par sa mère, son père et les gens qui sont autour, et c'est de la désignation. Il dit bateau, on lui dit non, ça c'est pas un bateau, ça c'est un verre. Et puis ça se répète, ça se répète, ça se répète. Au bout d'un moment, il a compris que les trucs là, ça s'appelle un verre. C'est comme ça qu'il apprend le langage. Ce qu'ils ont fait avec les robots, en particulier ces robots-là, Luke Steels, c'est qu'il a fait la même expérience. Il a dit on va mettre des robots, les robots ils se reconnaissent, et ça c'est essentiel. Il faut savoir que la personne en face de vous, elle est comme vous. Et puis il y en a un qui va montrer un truc, il va inventer un mot, et puis l'autre va l'enregistrer. Et puis ils vont se promener, et puis ils vont recommencer, ils vont recommencer, ils vont recommencer. Et au bout d'un moment, il y a des associations qui vont être plus fréquentes. Et celles qui sont les plus fréquentes et toujours les mêmes, elles vont finir par se stabiliser. Et vous aurez une population de robots qui va acquérir un vocabulaire sur tous les objets qui l'entourent, y compris leurs congénères. Et on a été plus loin, on a pu voir qu'il y avait des systèmes phonétiques qui émergent. C'est-à-dire que si on donne des contraintes sur la facilité de prononcer certains sons, on va avoir des systèmes phonétiques comme pour les langues humaines, avec leurs particularités. On a des émergences de grammaire légères, mais c'est des expériences très limitées. La question, c'est jusqu'où on pourrait aller. Alors, je vais maintenant, voilà, je vais vous assommer de chiffres tout d'un coup. J'ai tout mis sur le même transparent, comme ça après il n'y aura plus de chiffres. C'est juste pour vous donner des ordres de grandeur. Un caractère, c'est représenté, alors une information, un bit en informatique, c'est un 0 ou un 1. C'est l'information minimale. Si vous n'avez pas ça, il n'y a pas d'information. Une information, en fait, c'est un lien entre deux choses. Quand on perçoit une chose, en fait, vous ne percevez pas une chose, vous percevez deux choses. Si vous voyez la bouteille, c'est parce que vous êtes capable de distinguer la bouteille de ce qui est à côté. Donc vous voyez deux choses. Vous pouvez dire ça c'est la bouteille, ça c'est plus la bouteille, et vous avez la frontière. Si vous n'arrivez pas à distinguer deux choses, vous ne percevez rien, donc vous êtes, je sais pas, c'est indescriptible. Et à partir de cette distinction entre deux choses, donc un 0 ou un 1, il y a du courant, il n'y a pas de courant, eh ben, quand on les groupe par 8, on peut avoir des caractères. Alors, pour l'anglais, ça suffisait, 7-8 bits. Maintenant, si on veut il faut des mots un peu plus gros. Alors,
Qu'est-ce que ça permet de faire par rapport à la réalité dans laquelle on est et au langage? Un mot en français, c'est 5 à 6 caractères en moyenne. Si vous prenez tout le vocabulaire, il y a à peu près 540 000 formes, 570 000, on va dire 600 000 formes qui sont de la langue française. Et en moyenne, il y a 5 ou 6 caractères. Alors une page web, ça fait à peu près 150 à 300 mots. Le vocabulaire du journal télévisé, c'est 90 000 mots à peu près, et il y a une barre qui change en fonction de l'actualité avec tous les noms propres. S'il y a eu un bateau qui s'est craché, là, vous aurez un mot Cadiz pendant 3 mois, et puis après on parlera d'autres choses, mais il y a une part qui reste très stable, c'est les mots du quotidien, voiture, manger, nourriture, fatigue, enfin en fonction de l'actualité. Et donc le lexique étendu, c'est à peu près 540 000 mots, donc ça vous donne les ordres de grandeur de ce que nous on manipule depuis déjà des centaines d'années. On va dire 540 000 mots, c'est l'index du dictionnaire qui est gratuit en ligne, qui s'appelle le Trésor de la langue française, qui a été fait par le CNRS à Nancy pendant 20 ans, qui est un dictionnaire de langue en 20 volumes, et qui était complètement informatisé et mis à disposition gratuitement. Vous pouvez vous promener dans tout le dictionnaire, c'est un excellent ouvrage que je recommande, et il est gratuit en plus. Donc ça, c'est la langue. Et ça, c'est le dictionnaire, c'est un peu comme le dictionnaire de l'Académie française, c'est depuis Louis XIV, hein, c'est pas très vieux. Et de l'autre côté, vous avez les ordinateurs, dont la puissance double tous les 18 mois. Un bit, c'est une unité, donc on ne peut pas aller plus petit. Donc un byte, un octet, c'est 8 bits. Un kilobyte, c'est 1 millier. Un mégabyte, c'est 1 million. Alors actuellement, pour vous donner une idée, on en est... Moi, sur ma machine, j'ai un disque de 1 Tera. C'est un PC portable comme ça, à 400 €. Que vous achetez dans n'importe quel supermarché, c'est l'entrée de gamme, c'est le moins cher possible. Vous avez 1 Tera. 1 terabyte, c'est 1000 milliards d'octets. La plupart des centres de calcul, ils ont des dizaines, voire des centaines de pétabytes. Et il y a d'autres unités. C'est-à-dire que ça va tellement vite que maintenant, on rajoute des unités dans la liste. Et je ne parle pas des quantités d'informations qui viennent des images satellites ou des simulations de centrales nucléaires. Les pétabytes, ça les fait rire, quoi. Ils sont 2 ou 3 ordres de grandeur au-dessus. Voilà. Donc vous voyez un peu la puissance de ça. Mais par contre, toutes ces technologies, on n'a toujours pas d'ordinateur conscient. Et là, après, on en arrive aux échecs de la technologie. Mais je vais passer la parole à mon collègue avant de vous donner les détails là-dessus.